Complot à Florence, dans l'Observatoire de Galilée de Guy Jiménez, chapitre 2. Un florin pour Fiorina. Piescaro dévala les marches et courut vers l'endroit de la place où se tenait la fille aussi rapidement que lui permettait son embonpoint. Il la chercha du regard, mais ne la vit pas. Il se tourna vers la façade de l'auberge et dressa un geste d'impuissance au Vénitien qui ne devait pas manquer de le regarder. Il était tenté de lui demander de l'aide, mais cela supposait de revenir au pied du balcon et de crier pour couvrir le brouhaha du marché. C'était la meilleure façon, et la pire, d'attirer l'attention. Piescaro tourna sur lui-même, dans un sens puis dans l'autre, comme une girouette désorientée par un vent fou. Il redoutait de fendre une foule trop compacte. La chance lui vint en aide. Un attroupement se formait à une cinquantaine de pas. Des cris fusaient, des invectives, des rires. Piescaro vit jaillir la fille aux boucles brunes. Il la trouva plus maigre et dégingandée encore que dans l'objectif, souple et vive comme une anguille, mais tout en air et en tendons comme un lièvre. Elle fondait sur lui, poursuivie par le marchand corpulent que Piescaro avait pu découvrir aussi du haut du balcon, somnolent derrière ses légumes. Elle serrait contre elle une pièce de tissu. Au cri des uns et des autres, Piescaro comprit qu'elle avait volé son bonnet au marchand. Comme elle passait tout près et qu'il ne se mêlait pas de lui couper le chemin, elle considéra Piescaro avec étonnement. Sans cesser de fuir, elle se retourna et croisa de nouveau son regard. Il ne faisait toujours pas mine de lui courir après, tout au contraire, entendant dans son dos le pas lourd du marchand et calculant sa trajectoire, Piescaro accomplit délibérément un écart de côté et ferma les yeux. Le choc le projeta à terre, le souffle coupé. On les aida à se relever, lui et le marchand. Celui-ci s'apprêtait à l'agonir d'injures et à crier au complot. Au lieu de cela, après avoir jaugé d'un coup d'œil le rang social de l'homme qu'il avait involontairement renversé, il se confondit en excuses. Quelqu'un d'aussi bien mis, un bourgeois, ne pouvait être le complice d'une voleuse des rues. Ça va bien, s'impatienta Piescaro, qui reprenait ses esprits et battait l'air de ses bras. Fiche-moi la paix, et regarde mieux où tu mets les pieds la prochaine fois. Il n'eut pas besoin de demander quelle direction avait prise la fille. La foule, par ses commentaires, se chargea de le renseigner, et il se mit en chemin d'un pas vif sans courir pour ne pas attirer les soupçons. Il éprouvait une immense satisfaction d'avoir agi comme il l'avait fait, avec courage, risquant le tout pour le tout, et se réjouit d'avoir répondu à ce marchand avec une absolue mauvaise foi. Il adressa aussitôt à Dieu une prière muette pour qu'il lui pardonne son écart, au sens propre et au sens figuré. Quand il franchit le coin de la rue, il ne s'étonna pas de ne pas voir la fuyarde. Au moins ressentait-il le soulagement de ne plus être sous le regard du Vénitien. Il imaginait celui-ci rageant face à la tournure que prenaient les événements. Comprenait-il seulement sa manœuvre de diversion ? Piescaro se chargerait de la lui justifier quand il aurait retrouvé la fille, s'il la retrouvait. Il s'engagea dans la ruelle tortueuse. Tant de cachettes étaient possibles, tant de chemins empruntables. Et bientôt. « Monsieur !» Piescaro se retourna. La fille, sur le qui-vive, se tenait dans l'ombre d'un renfoncement de façade. Il était passé devant elle sans la remarquer. Non seulement elle était agile et rapide, mais aussi experte à se fondre dans le paysage, et son regard pétillait d'intelligence. Il fit un pas vers elle, elle recula d'autant. Elle serrait toujours contre elle le bonnet volé au marchand. Autour d'eux, les badauds se rendaient au marché ou en revenaient. « Ne crains rien, lui dit-il. »« Je n'ai pas peur de vous, rétorqua-t-elle, rejetant en arrière d'un mouvement de la tête ses longues boucles brunes. Pourquoi vous avez fait ça ? C'était pour lui poser cette question qu'elle l'avait attendue. Elle voulait comprendre pourquoi il avait facilité sa fuite. Que lui répondre ? Le lien qu'il venait d'établir était précieux et fragile comme un fil de soie. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» répéta-t-il. À l'intensité de son regard, Piescaro sentit qu'il fallait vite lui donner une explication, sous peine de la voir s'enfuir et disparaître à jamais. Il pensa à sa fille de 11 ans, qui, elle, ne lui posait que des questions muettes, mais en plantant pareillement ses yeux droit dans les siens. Il choisit d'agir comme il l'aurait fait avec Gélinda et dit la vérité. « Je suis chargé par un homme puissant de te recruter pour accomplir une mission. » Elle ne réagit pas immédiatement.
Il se demanda si elle comprenait le sens du mot mission. Il trouva un équivalent. Pour un travail. Merci, j'ai compris, répliqua-t-elle. Tandis qu'elle réfléchissait, il détailla ses traits. Elle avait un visage fin, d'un bel ovale, quoiqu'assez crasseux. Combien demanda-t-elle. Il réfléchit. Le Vénitien lui avait conseillé de ne pas lésiner. Un florin, répondit-il. Faites voir. Il commença à détacher la bourse à sa ceinture, mais se méfia. Recule. Il sortit la pièce d'or et la fit scintiller dans un rayon de soleil. La fille éclata de rire tout à coup. Piescaro ne s'attendait absolument pas à un rire aussi cristallin. « Je m'appelle justement Fiorina, expliqua-t-elle. C'est un signe, un florin pour Fiorina. » Sa bonne humeur fut communicative et Piescaro rit avec elle, tout en doutant de la véracité de ce prénom. La coïncidence était trop belle. Peut-être cherchait-elle simplement à l'amadouer, attirée par l'appât du gain. Elle devait s'appeler Fioranza ou Anna, comme tant d'autres. Mais qu'elle ait eu cette répartie indiquait un bel esprit d'à-propos. « Tu as le même rire que ma fille Gélinda, lui dit-il, pour la mettre en confiance, avant de l'interroger. Qui sont tes parents ? Si je le savais. Où vis-tu ? Où je veux. D'ordinaire, les enfants des rues vivent en bande. Où sont tes amis ? Où ils veulent. Il comprit qu'il n'en tirait rien et une ombre passa sur son visage. Elle se radoucit et revint à l'essentiel. Pour un florin, je devrais faire quoi ? Te laver et t'habiller correctement, fut-il tenté de répondre. En réalité, la question de la toilette et des vêtements pouvait facilement se régler. Il hésitait encore pourtant, bien qu'il soit grand temps de prendre une décision. Plus que temps, avait dit le Vénitien. « Tu viendras chez moi ce soir, trancha-t-il, et je te donnerai des vêtements de ma fille. Tu dormiras à la maison. Il faut que tu le saches. La cause que tu es appelé à servir est noble, mais moins tu en seras et mieux cela vaudra. » Il lui indiqua où il habitait et comment s'y rendre. « Remontrez-moi le florin d'abord, exigea-t-elle. Il se récria. « Et puis quoi ? Pour que tu me l'arraches des doigts, comme tu as arraché ce bonnet de la tête du marchand ? Je me fiche bien du bonnet, claironna-t-elle, mais pas de ce qu'il contient. » Elle fit teinter, avec un air gourmand, de la monnaie à l'intérieur du couvre-chef graisseux. Piescaro saisit alors la bourse que lui avait donnée le Vénitien et en fit lui aussi sonner les pièces. Le regard de la fille s'éclaira du même éclat que précédemment quand il avait mentionné le florin. « Tu sais où me trouver, lui dit-il, faisant disparaître la bourse. À toi de décider. »« Je viendrai, promit-elle.